C'était un matin apparemment ordinaire de mai 2025 à Ouagadougou, lorsque le président Ibrahim Traoré reçut une convocation inattendue. Un message officiel émanant directement de Kash Patel, directeur de la CIA, demandait une interview conjointe sur CNN. L'objectif affiché, dissiper les malentendus autour de la coopération sécuritaire dans la région du Sahel. Dr Alon Ouagadougou, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, émit aussitôt une réserve. « Monsieur le Président, cela pourrait être un piège. Patel n'est pas réputé pour ses gestes diplomatiques. » Ibrahim garda le silence, scrutant attentivement l'invitation. À 35 ans, il n'était plus novice. Il savait qu'une main tendue pouvait cacher un couteau. « Curieuse coïncidence, murmura-t-il, surtout après ce que nous avons découvert la semaine dernière. » C'est alors que le major Oumarou Sawado, chef du renseignement national, fit irruption avec une mallette sécurisée. « Monsieur le Président, tout est confirmé. Les preuves sont incontestables. » Ibrahim ouvrit la mallette, parcourut les documents avec calme et déclara « Alors Kash Patel veut clarifier les choses. Très bien, offrons-lui cette chance. » Pendant ce temps, à Washington, dans un bureau bien gardé de la CIA, Kash Patel peaufinait son plan avec assurance. « Ce jeune président africain sera facile à manipuler devant les caméras, » dit-il à son équipe. Une occasion en or pour rappeler qui dirige vraiment la région. Mais ce que Patel ignorait, c'est qu'Ibrahim détenait des informations capables non seulement de ruiner sa carrière, mais de bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. « L'interview sera animée par Anderson Cooper », annonça un assistant. « 1 heure, en format libre, diffusée dans le monde entier. »« Parfait », répondit Patel avec un sourire de défi. 1 heure suffit pour réaffirmer la domination américaine. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au terme de cette heure, il serait anéanti, exposé en direct devant des millions de téléspectateurs. Durant les 48 heures précédant l'entretien, Ibrahim avait travaillé dans l'ombre avec son cercle de confiance. Dans le bunker sécurisé du palais présidentiel, des documents classés secret défense étaient étalés sur une table blindée. « Notre source, à la CIA, confirme tout », annonça le major Sawado. L'opération African Cleansing dépasse la simple déstabilisation de régime. C'est un projet d'une ampleur sinistre. Photographies, virements bancaires, enregistrements audio. Le président examina les preuves avec froideur. Patel ignore totalement ce que nous avons découvert, dit-il. Il ne se doute même pas que nous connaissons son implication directe. Le docteur Ouedago revient avec des révélations encore plus explosives. Nous avons intercepté ses communications avec des cartels mexicains et des groupes terroristes. Non seulement il finance ces réseaux, mais il en tire aussi un profit personnel. Les preuves étaient accablantes. Kash Patel aurait utilisé les ressources de la CIA pour bâtir un réseau criminel global mêlant trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains via des routes traversant le continent africain. Il a transformé l'agence américaine en empire personnel, dit Ibrahim avec colère, et il couvre ses activités illégales sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le colonel Kazoum Koulibaly apporta alors la pièce finale du dossier. « Monsieur le Président, voici une vidéo où l'on voit Patel superviser en personne un chargement de drogue sur une base militaire américaine au Mali. La date, il y a 3 semaines. Ibrahim prit une longue inspiration. Ce que nous allons révéler ne va pas seulement détruire Patel, cela va exposer au grand jour la corruption systémique qui ronge la structure sécuritaire américaine en Afrique. » Il conclut avec un sourire grave. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est lui qui a demandé cette interview. À Washington, Kash Patel peaufinait son plan d'attaque. Discréditer Ibrahim, remettre en question sa légitimité, sa jeunesse, son manque d'expérience. « America First », déclara-t-il à la presse. « Ce soir, le monde saura qui commande vraiment. » Mais dans quelques heures, il supplierait en direct qu'on l'épargne. Le 27 mai 2025, l'antenne de CNN à Atlanta était en effervescence. L'émission promettait une audience historique.
89 pays connectés en simultané, équipement de pointe, sécurité maximale. Anderson Cooper parcourait les derniers détails lorsqu'il remarqua une tension inhabituelle chez les agents de sécurité. Dans le studio de Washington, Patel, toujours confiant, ajustait sa cravate. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré, calme et impassible, était installé dans son bureau officiel. Un dossier classé ultra secret posé à sa droite. « Bonsoir au monde entier », lança Anderson Cooper à l'ouverture de l'émission. Ce soir, un entretien inédit entre le directeur de la CIA et le président de Burkina Faso sur la sécurité globale. L'écran se divisa en deux. D'un côté, Patel, dans son bureau de Washington. De l'autre, Ibrahim, le drapeau burkinabé derrière lui. « Directeur Patel, vous avez sollicité cet échange pour clarifier certains points. Lesquels, précisément ?» Patel esquissa un sourire arrogant. « Anderson, il y a eu beaucoup de récits déformés, mais il n'avait encore aucune idée du tsunami médiatique qui allait s'abattre sur lui, ni du fait qu'il allait être publiquement démasqué, en direct, par celui qu'il croyait piégé. » Dans la fraîcheur de l'aube, le cimetière militaire de Ouagadougou baignait dans un silence solennel. La rosée s'accrochait encore aux brins d'herbe épars, et l'air annonçait les premières senteurs de la saison des pluies. C'est là, parmi les tombes modestes, qu'Ibrahim Traoré s'était recueilli, seul, comme chaque mois depuis son arrivée au pouvoir. Il avait tenu à venir sans escorte, ordonnant à ses gardes de rester à l'entrée. Ce moment lui appartenait. Il ne s'agissait ni d'un acte politique, ni d'une mise en scène, mais d'un geste intime, presque sacré. Devant la stèle sobre de Thomas Sankara, le jeune président s'agenouilla. Il n'était encore qu'un enfant lorsque le capitaine révolutionnaire avait été assassiné. Pourtant, son héritage l'habitait depuis toujours. Le marbre portait ces mots gravés dans toutes les mémoires. Les révolutionnaires peuvent être tués, mais jamais les idées. À 34 ans, Traoré était désormais plus jeune que Sankara au moment de sa mort. La charge de poursuivre un tel héritage le submergeait parfois. Il ferma les yeux. « J'essaie de suivre ta voie, capitaine », murmura-t-il dans un souffle. Mais les défis semblaient plus immenses que jamais. 8 mois s'étaient écoulés depuis son accession à la présidence. Le Burkina Faso, déjà éreinté par les crises, faisait face à un nouvel isolement. Les puissances occidentales, inquiètes de ses alliances avec la Russie et la Chine, multipliaient les pressions économiques. La France, ancienne puissance coloniale, avait coupé les aides au développement après avoir été sommée de retirer ses troupes. Le FMI exigeait des réformes qui auraient remis les richesses nationales entre des mains étrangères. La nuit, lorsqu'il se retrouvait seul dans le palais présidentiel, vestige d'une ère coloniale que l'histoire n'avait jamais vraiment effacée, Traoré se posait une question obsédante. L'indépendance véritable était-elle encore possible dans un monde façonné pour perpétuer l'ordre établi? Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à se relever, quelque chose brilla sous la pierre tombale. Intrigué, il se pencha. Un éclat métallique émergeait de la terre rouge. D'un geste prudent, il écarta la poussière. Là, presque enfoui, reposait un petit objet, une clé ancienne, corrodée par le temps, mais dont la forme inhabituelle retenait l'attention. À mesure qu'il examinait le sol, un détail lui sauta aux yeux. La terre semblait avoir été retournée, puis replacée avec soin. Poussé par l'instinct, il creusa à main nue. Quelques centimètres plus bas, ses doigts heurtèrent une surface dure. Une boîte métallique, de la taille d'un gros livre, était cachée là, scellée, sans inscription apparente, hormis un discret drapeau du Burkina Faso gravé sur le dessus. La clé trouvée quelques instants plus tôt s'emboîta parfaitement dans la serrure. Un frisson parcourut l'échine du président lorsqu'il la tourna. À l'intérieur, protégé par un tissu huilé, se trouvait un journal en cuir. Posé au-dessus, une feuille pliée, jaunie par les ans, mais parfaitement conservée. Il la déplia avec précaution.
L'écriture, vigoureuse, était familière à tout Burkinabé, celle de Thomas Sankara lui-même. Le message commençait simplement « À celui qui découvre ce testament ». Ce document n'avait rien d'anodin. Sankara y évoquait la vérité sur les ressources du pays, les mécanismes d'assujettissement économique et les manœuvres opaques ayant entravé la souveraineté nationale. Il y traçait une voie pour libérer le pays de l'emprise étrangère. Une voie dangereuse, mais nécessaire. Sankara savait qu'il risquait sa vie. Il avait rédigé ces mots la veille de son assassinat, le 14 octobre 1987. Il avait prévu de transmettre ce savoir, mais en secret, à un héritier du combat. « Si tu n'es pas ce patriote, rebouche cette tombe et n'en parle à personne », écrivait-il encore. Traoré sentit son cœur battre plus fort. Dans ses mains reposait un savoir interdit, une vérité dissimulée pendant près de 4 décennies. Ce n'était pas un simple carnet, c'était une arme, un cri étouffé par la trahison, un legs destiné à faire tomber les masques. Des voix résonnèrent au loin. Sa garde rapprochée l'appelait. Il rangea rapidement le carnet et la lettre dans la boîte, la glissa sous sa veste et reboucha la terre aussi discrètement que possible. « J'arrive », lança-t-il d'une voix ferme. Alors qu'il s'éloignait du tombeau, le poids de la boîte pressée contre sa poitrine semblait symboliser le fardeau immense qui venait de lui être confié. Ce jour-là, au lever du soleil, le destin du Burkina Faso venait de basculer, et peut-être, avec lui, celui de tout un continent. Les premières lueurs de l'aube effleuraient la périphérie de Ouagadougou. Le vent matinal caressait les collines rases où reposaient les soldats et héros déchus. Le cimetière militaire baignait dans une paix étrange, presque surnaturelle. Seules les feuilles sèches qui frémissaient sous les rares arbres brisaient le silence. Ibrahim Traoré avançait lentement entre les tombes, ses pas étouffés par la terre rouge encore humide. Il n'avait prévenu personne de sa visite à cette heure. Pas de caméra, pas de discours, pas de cortège officiel. Juste lui, face au souvenir d'un homme devenu légende. Depuis qu'il était président, cette visite était devenue un rituel, une nécessité, une manière de garder les pieds ancrés dans le sol de ses convictions. Il refusait d'oublier ce que signifiait réellement le mot « révolution ». Il s'était arrêté devant une simple pierre grise. Le nom gravé dessus évoquait à la fois espoir, trahison et sacrifice. Thomas Sankara, le capitaine qui avait osé défier l'ordre établi, celui qui avait rebaptisé l'ex-Haute-Volta en Burkina Faso, la patrie des hommes intègres, un homme tombé sous les balles de ses propres frères d'armes. Traoré posa un genou au sol, baissant la tête. Il priait en silence, les mains jointes, les yeux fermés. Il ne cherchait pas la bénédiction d'un esprit, mais la force d'un exemple.